Ces hommes abusaient de Wellington encore et encore, le dévorant par derrière, tandis que Lady Ron prenait tout l'argent, ne payant Wellington qu'avec de la nourriture. Parce qu'il était si beau, ces hommes ivres et intoxiqués le prenaient pour une femme. À 8 ans, Wellington n'était pas comme les autres garçons de son quartier. Il avait un visage magnifique qui semblait presque sculpté, un visage qui attirait tous les regards où qu'il aille. Et ce n'était pas seulement son apparence qui le distinguait, c'est son amour pour le maquillage. Souvent, il se glissait dans la coiffeuse de sa mère, expérimentant avec son rouge à lèvres et ses pinceaux. Ses petites mains appliquaient le rouge à lèvres rouge avec une précision qui surprendrait même un maquilleur professionnel. Le maquillage était son réconfort, son échappatoire dans un monde qui exigeait qu'il soit quelque chose qu'il n'était pas. Ses parents, monsieur et madame Damiki, étaient bien trop occupés pour remarquer les besoins émotionnels de leur enfant unique. Monsieur Damiki était un père sévère et autoritaire qui croyait que l'excellence académique était le seul chemin vers le succès. Il avait été élevé dans un environnement difficile, discipliné sans pitié par son propre père, ce qui, pensait-il, l'avait façonné en l'ingénieur prospère qu'il était devenu. Pour lui, Wellington était destiné à suivre le même chemin, et il ne portait attention qu'à ses performances académiques, déterminé à ce que son fils surpasse tous ses camarades. Le poids des attentes de son père pesait lourdement sur Wellington. Chaque jour, on lui rappelait qu'il devait surpasser ses camarades de classe, que son père considérait comme ses ennemis. En tant que jeune enfant, Wellington recevait de sévères corrections de son père, qui le frappait au visage et sur le corps s'il osait échouer dans ses devoirs ou ses examens. La pression constante et les coups transformèrent l'école en un champ de bataille où Wellington luttait non seulement pour réussir, mais pour survivre. Dans un monde où l'échec signifiait la douleur, Wellington se tourna vers la seule chose qui lui apportait du réconfort, le maquillage. Depuis ses premières années, chaque fois que les coups de son père laissaient des marques sur son visage et son corps, Wellington se précipitait vers la trousse de maquillage de sa mère, utilisant le fond de teint pour cacher les bleus, appliquant du blush et de la couleur à ses joues et terminant avec son rouge à lèvres rouge préféré. Il aimait la sensation que cela lui procurait, celle de se sentir beau, puissant, en contrôle de quelque chose, au moins pour un moment. Sa mère, qui l'avait surpris 1 ou 2 fois avec du maquillage, n'y prêta guère attention. Elle était trop occupée avec l'entreprise de plusieurs millions de Naira que son mari avait montée pour elle, une entreprise pour laquelle elle se sentait redevable. Elle ne contestait jamais M. Damiki, n'intervenait jamais et espérait simplement que Wellington surmonterait ce qu'elle voyait comme une phase enfantine. Un jour, alors que Madame Damiki discutait avec son amie dans le salon, Wellington passa devant elle, le visage soigneusement maquillé avec le rouge à lèvres éclatant qu'il aimait tant. Son amie fut choquée. « Ne vois-tu pas ton fils ?» Madame Damiki balaya la question d'un rire. « Ce n'est qu'un jeu d'enfant. Il s'en lassera. » Mais son ami l'avertit. « Tu devrais arrêter ça avant que ça ne devienne autre chose. » Madame Damiki poussa un soupir. « Je n'ai pas vraiment mon mot à dire quand il s'agit de Wellington. J'étais juste une fille pauvre qui a épousé la riche famille des Damiki. Je ne veux rien faire qui puisse attirer la colère de mon mari sur moi. Qui suis-je pour intervenir ?» Elle tenta de changer de sujet, orientant la conversation vers les affaires. Ainsi, Wellington continua de vivre sa vie dans un coin tranquille de son propre monde. Son père, M. Damiki, ne se préoccupait que des résultats scolaires de son fils, et Wellington travaillait sans lâche pour répondre aux attentes de son père, même si la peur de l'échec le hantait. Le garçon n'était pas choyé, malgré la richesse de la famille. Il accomplissait les tâches ménagères, faisait les courses, et essayait toujours d'en faire plus pour obtenir un semblant d'approbation. Le seul endroit où il trouvait refuge, c'était dans son maquillage, dont son père ignorait tout. Mais Wellington était observé. Monsieur Musa, un homme qui vivait dans la rue voisine, le regardait depuis un moment, hypnotisé par son beau visage. Il l'observait de sa fenêtre alors que Wellington passait lors de ses courses quotidiennes, attendant son heure. Un week-end, alors que les parents de Wellington étaient à la maison, Monsieur Damiki l'envoya faire une course. En chemin, Wellington perdit l'argent qu'on lui avait donné. La panique s'empara de lui et il se mit à pleurer. Monsieur Musa, qui l'observait, vit sa chance. Il appela Wellington, lui offrit un verre de lait pour le calmer, lait qu'il avait secrètement drogué. Monsieur Musa demanda à Wellington pourquoi il pleurait, et Wellington lui raconta tout. Comment a-t-il si peur d'entrer à la maison? Car son père le punirait sans pitié pour avoir perdu l'argent. Monsieur Musa réconforta rapidement Wellington, promettant de lui redonner l'argent perdu, mais à une condition. Alors que la drogue commençait à faire effet, affaiblissant ses muscles, le visage de M. Musa changea, révélant ses véritables intentions. Il profita de Wellington, le courba et fit l'impensable.
Ce qui se passa ce jour-là fut trop horrible pour qu'un enfant de 8 ans puisse le comprendre. Quand il eut terminé, il tendit l'argent promis à Wellington, lui disant de ne rien dire à personne de leur petit secret. Wellington rentra chez lui, pleurant dans le noir, incapable de parler à ses parents, qui n'étaient pas ses amis, mais des figures distantes, imposant leurs règles et attentes. Il pleura toute la nuit, et cela marqua la première agression que Wellington subit au cours de sa courte vie. Le traumatisme de ce jour s'ajouta à la douleur déjà grandissante dans son jeune cœur. N'ayant personne vers qui se tourner, personne qui comprendrait ou même s'en soucierait, le comportement de Wellington devint erratique. À l'école, il devint agressif, s'en prenant à ses camarades, les voyant comme les ennemis dont son père lui avait parlé. Un jour, dans un accès de rage, il cassa la tête d'un autre élève lors d'une bagarre. Il fut expulsé, étiqueté comme un enfant à problème. Lorsque l'école rapporta l'incident à son père, M. Damiki entra dans une colère noire. Il réprimanda durement Wellington, jurant de lui enseigner la discipline par la manière forte. Il décida d'envoyer Wellington chez sa tante stricte au village, une femme connue pour ses méthodes rigides. Wellington devait y rester jusqu'à ce qu'il soit corrigé et ne serait pas autorisé à revenir tant qu'il n'aurait pas été discipliné comme il se doit. Sa tante était cruelle et ses filles ne valaient guère mieux. Elle se moquait de Wellington, le forçait à accomplir toutes les tâches agricoles. C'était lui qui vendait leurs garis au marché, sous le soleil brûlant chaque jour. Et tristement, elles oubliaient souvent de laisser de la nourriture à Wellington avant qu'il ne rentre du marché, le forçant à boire du gari tous les jours et à dormir affamé dans la grange à manioc. Elles appelaient cela de la discipline. Un jour, alors que Wellington rentrait du marché, 3 hommes traînant autour d'un bâtiment en construction l'interpellèrent. « Pourquoi ton visage est-il si beau ?» se moquèrent-ils. Ils ordonnèrent à Wellington de ne pas crier ni faire de bruit. Sinon, ils le tueraient dans ce bâtiment abandonné et personne ne saurait jamais ce qui lui était arrivé. Il s'avéra que ces hommes étaient homosexuels et ils décidèrent d'abuser de Wellington encore une fois. Tandis que l'un d'eux montait la garde à l'extérieur pour s'assurer que personne n'approchait, les autres le violaient tour à tour. Quand ils en eurent fini, ils lui donnèrent de l'argent, comme si ça pouvait compenser ce qu'il lui avait fait. Des larmes coulèrent sur les joues de Wellington, alors qu'il utilisait cet argent pour acheter de la nourriture, mangeant lentement et douloureusement en réalisant que c'était la première fois depuis des années qu'il mangeait aussi bien. La douleur et la souffrance devinrent trop lourdes pour Wellington. Un jour, il prit l'argent qu'il avait économisé grâce au tonton et s'enfuit du village, espérant retourner chez lui pour mettre fin à sa souffrance. Mais quand il arriva, son père fut furieux de le voir de retour. « Tu n'es pas censé être ici !» cria M. Damiki. « Surtout pas avant 2 ans !» Il ordonna à son fils de retourner immédiatement au village et de ne pas montrer son visage à la maison tant qu'il n'aurait pas terminé son temps au village avec sa tante. Sa mère, impuissante, regardait en silence, torturée par la douleur, sachant qu'elle ne pouvait rien faire pour intervenir. Sa peur de la colère de son mari la maintenait muette. Mais le lendemain, Wellington fit semblant de repartir pour le village, mais à la place, il s'enfuit. Cette fois, sans endroit où aller, il commença à dormir sur le bord de la route, survivant avec des restes. C'est alors que Lady Ron, une coiffeuse qui tenait un petit salon à proximité, le trouva. Elle eut pitié du jeune garçon, lui offrant nourriture et abri. En échange, Wellington travaillait dans son salon, balayant, faisant des courses et finalement faisant ce qu'il aimait le plus, le maquillage. Mais chaque nuit, dans la maison de Lady Ron, Wellington remarqua que cette dernière sortait toujours tard dans la nuit pendant qu'il dormait et revenait le lendemain avec beaucoup d'argent. Il se demandait où elle allait toujours. Bientôt, Lady Ron commença à regarder Wellington avec insistance, pensant à quel point il était beau et comment elle pourrait en tirer profit. Elle décida de le conditionner à la suivre dans le bordel où elle travaillait la nuit, afin qu'il puisse travailler pour elle là-bas aussi. Elle collectait l'argent des riches à l'âge gay et offrait Wellington à eux, lui disant de bien se comporter avant de le verrouiller dans une chambre avec les hommes. Ces hommes abusaient de Wellington encore et encore, le dévorant par derrière, tandis que Lady Ron prenait tout l'argent, ne payant Wellington qu'avec de la nourriture. Bientôt, cela devint insupportable pour Wellington. Il se sentait utilisé, piégé. Il n'avait ni bons vêtements à porter, ni rien d'autre. Sachant qu'il était exploité, il trouva le courage de commencer à prendre personnellement l'argent auprès des hommes.
Cela mit Lady Ron dans un état de rage. Elle se lamenta, pleurant sur la trahison de Wellington, après tout ce qu'elle prétendait avoir fait pour lui. Elle le jeta alors hors de sa maison, espérant ainsi le couper des hommes avec qui elle les avait mis en contact. Sans endroit où aller, Wellington se retrouva dans un autre bordel. Il implora les femmes de là-bas de le laisser rester avec elles, et elles acceptèrent, à condition qu'il rapporte de l'argent pour le bordel. Cela marqua le début de la nouvelle vie de Wellington en tant que prostituée dans ce bordel. Entouré de personnes qui avaient aussi connu la souffrance, Wellington trouva un semblant de paix. Il rêvait de pouvoir économiser assez d'argent pour ouvrir un jour sa propre boutique de maquillage, un endroit où il pourrait être lui-même sans peur. Il s'accrochait à ce rêve avec tout l'espoir qui lui restait dans son jeune cœur, croyant qu'un jour, il pourrait laisser derrière lui les ombres de son passé et se lancer dans un avenir où son talent, et non sa douleur, le définirait. Les années passèrent, et Wellington commença à assumer son identité au grand jour. Il grandit dans le bordel et fut pleinement identifié comme une femme. Il accompagnait les filles et se tenait au bord de la route où les hommes ivres s'arrêtaient la nuit pour fréquenter les filles. Parce qu'il était si beau, ces hommes ivres et intoxiqués le prenaient pour une femme. Lorsqu'ils arrivaient à l'hôtel, Wellington leur donnait une condition, qu'ils aillent droit au but et entrent en lui par derrière. Il ne leur permettait pas de le toucher, ni de faire toute forme de préliminaire avec lui, afin de les empêcher de découvrir qu'il n'était pas vraiment une femme. Et si quelqu'un refusait, il s'en allait, leur rendant leur argent. Comme ces hommes étaient ivres, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient trompés, et qu'ils n'étaient pas en compagnie d'une femme, mais d'un homme. Et ainsi, ils se pliaient toujours à ses exigences. Un jour, alors que Wellington marchait avec ses compagnes dans la rue, ils croisèrent une pauvre vieille femme qui mendiait au bord de la route. Alors que les autres ne lui prêtaient aucune attention, Wellington ressentit une pointe de pitié pour la femme. Il retourna plus tard dans la journée pour lui donner un peu d'argent, et cela devint une habitude régulière. Avec le temps, ils devinrent amis. Wellington emmena la pauvre grand-mère sans abri dans un bâtiment encore en construction où elle pourrait trouver refuge. Il lui apportait de la nourriture et la nourrissait jour après jour. La vieille femme était tellement reconnaissante qu'elle eut l'impression d'avoir trouvé un fils en Wellington. D'ordinaire, les gens riaient de Wellington chaque fois qu'il passait, à cause de son apparence. Mais pour la vieille femme, il était un sauveur. Bien que la plupart des gens pensaient le pire de lui et supposaient qu'il ne valait rien, Wellington avait un cœur pur, malgré sa souffrance. Chaque fois qu'il rendait visite à la grand-mère, elle l'asseyait et lui lisait la Bible, prêchant sur Dieu et l'importance d'avoir une relation constante avec lui, peu importe la difficulté de la vie. Ces paroles touchèrent profondément Wellington, l'ébranlant, car il n'avait jamais entendu parler de Dieu, ni ressenti l'amour de Dieu dans sa vie. Tout ce que Wellington avait connu, c'était le rejet. Il luttait intérieurement, tiraillé entre l'idée de donner sa vie à Dieu ou de continuer avec son seul moyen de subsistance. Bientôt, ce fut l'heure pour la grand-mère de partir et de retourner dans son village, où elle espérait attendre la mort. Elle avait souffert toute sa vie et se sentait prête à rejoindre Dieu. Elle serra Wellington dans ses bras avec force, le suppliant de lui faire une seule faveur, donner sa vie à Dieu, quoi qu'il arrive. Wellington pleura de manière incontrôlable, sachant que son seul véritable ami partait pour de bon. Il lui fit une promesse, alors qu'il la regardait partir, sachant qu'il ne la reverrait jamais. Avant de partir, elle posa une Bible sur le sol pour Wellington, le défiant de la ramasser le jour où il déciderait de donner sa vie à Dieu. Elle lui dit que la Bible l'attendrait et qu'elle mourrait heureuse s'il le faisait. Les yeux pleins de larmes, Wellington fixa la Bible sur le sol. Il se retrouva à un carrefour, face à une décision. Découvrir Dieu ou continuer avec ses anciennes habitudes. Ce jour-là, alors qu'il rentrait chez lui, Wellington ne pouvait s'empêcher de penser à cela toute la nuit. Son esprit était tourmenté. Finalement, il décida de retourner chercher la Bible et de commencer une nouvelle vie. Mais juste avant qu'il puisse agir sur cette décision, il reçut un appel d'une de ses sœurs de bordel, qui vint plus tard chez lui pour lui parler d'un Alhaji millionnaire qu'elle avait rencontré. Elle lui expliqua qu'elle avait dit à l'Alhaji qu'elle viendrait avec lui et qu'il serait ses clients cette nuit-là. Wellington lui dit qu'il en avait fini avec cette vie et qu'il prévoyait de partir le lendemain. Cependant, elle le persuada de se joindre à elle pour la nuit, lui promettant une grosse somme d'argent et lui assurant qu'il n'aurait plus jamais à revenir à cette vie. À contre-cœur, Wellington accepta de l'accompagner pour rencontrer le client, espérant que ce serait la dernière fois. Les filles offrirent leurs services au riche Alhaji,
qui fut très satisfait cette nuit-là. Le matin venu, Wellington rentra chez lui avec une grosse somme d'argent qu'il avait reçue, mais son ami ne rentra pas avec lui. Inconnue de Wellington, elle avait volé de l'argent à Lalagey et s'était enfuie avec ses millions. Lorsque Lalagey découvrit le vol, il entra dans